Non, l'humanité n'aurait pas été sauvée si Ellie avait été sacrifiée. The Last of Us Partie 1 nous montre que l'espèce humaine peut très bien s'en sortir malgré le cordyceps. Pour ça, il lui suffit simplement, en plus de se protéger du parasite végétal, d'arrêter de se bouffer elle-même, au sens figuré comme au sens propre. Dans ce monde, Ellie est l'une des dernières capables de faire preuve d'empathie et de compassion, soit d'humanité. La tuer serait l'équivalent d'achever encore un peu plus l'humanité. Joël a raison de la sauver, personne n'a le droit d'abuser d'une ado de 14 ans en profitant de sa volonté passagère de mourir. Les Lucioles n'étaient pas les gentils de l'histoire, et Joël n'en était pas le méchant. Sacrifier Ellie au nom de la foi en la confection d'un hypothétique vaccin, qui n'aurait pas soigné les gens de leur inhumanité, aurait tout simplement été du fanatisme. Les Lucioles, en voulant tuer Ellie pour protéger l'humanité, ne valait pas mieux que le gouvernement qui a tué Sarah, la fille de Joël, pour éviter une éventuelle propagation du cordyceps. Voilà, maintenant que ce point a été clarifié une bonne fois pour toutes, nous allons pouvoir passer à la fameuse question que tous les joueurs se posent entre eux après avoir terminé The Last of Us Partie 2, Team Ellie ou Team Abby. Mais d'abord, petite remise en contexte pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu. Dans le prologue de The Last of Us Partie 2, Abby, à la tête d'une escouade de la faction des Wolves, constituée de plusieurs de ses amis coéquipiers, tue Joël après avoir pris soin de le torturer. Plus tard, on apprend que, étant la fille de Jerry, le médecin tué par Joël durant son sauvetage d'Ellie à la fin de l'épisode précédent, Abby a pris sa revanche. Mais Ellie, partant à la recherche des membres de l'escouade, parvient, avec Tommy, à prendre sa revanche sur plusieurs d'entre eux. Excepté Abby qui, découvrant la mort de ses amis, veut se venger de la vengeance d'Ellie. Bref, on est en plein dans ce qu'on appelle communément le cycle infini de la vengeance, dont l'itération faite à travers The Last of Us Partie 2 se termine relativement bien, étant donné que, malgré les nombreuses pertes engendrées, Abby et Ellie, bien que légèrement secouées par tous ces événements, s'en sortent toutes deux vivantes. Alors, je vais éviter tout suspense inutile. Pour ma part, je suis clairement Team Ellie. Tout simplement parce qu'Abby tue Joël en sachant très bien que ce dernier a tué Jerry pour sauver Ellie de ses mains, et que non seulement elle le tue, mais elle le tue en prenant soin de le torturer avant. Le tout juste après qu'il lui ait sauvé la vie. Si tu rajoutes à ça le fait qu'Ellie et Joël sont des personnages auxquels je me suis attaché grâce au jeu précédent, eh bien le choix est vite fait. Team Ellie sans hésitation, et ce, même si cette dernière continue à vouloir se venger après qu'Abby ait fait le choix de l'épargner 2 fois. Mais si je vous disais qu'en réalité, on s'en fout, car ce n'est pas l'intention du jeu de nous faire prendre parti pour l'une ou l'autre, bien au contraire même. Parce que même si de mon point de vue de spectateur tiers, je ne suis pas d'accord avec les agissements d'Abby, eh bien peut-être qu'à sa place, j'aurais fait la même chose. Et là est l'intention du jeu, faire prendre du recul afin de ne pas juger. Attention, je dis bien ne pas juger, et non excuser. Je m'explique. Si The Last of Us Partie 2 prend la peine de nous faire incarner le personnage d'Abby durant environ les 2/5 de sa durée, ce n'est pas pour nous faire prendre parti pour elle en nous faisant comprendre que Joël était un sale con, et que, du coup, elle a eu raison de le tuer. Non. Le jeu ne nous explique pas qu'elle a raison, mais qu'elle a ses raisons. Si le jeu nous montre sa relation avec Jerry, son père, c'est pour nous montrer pourquoi elle est aveuglée par la vengeance. Pas pour justifier ses actes, l'excuser, ou rejeter la responsabilité sur Joël. Les responsables les plus directs de toute cette situation sont Marlène et Jerry, qui ont décidé de tuer une gamine de 14 ans pour fabriquer un vaccin. Et Abby le sait, et ce n'est pas parce qu'elle dit qu'elle serait d'accord pour se sacrifier J'aurais voulu que tu m'opères. que ça légitime ses actes. Et oui, ce n'est pas parce qu'on aime se faire taper très fort dans les couilles qu'on a le droit de le faire aux autres sans leur consentement. Ou, en l'occurrence, en profitant d'un mal-être passager. Mais malgré tout, ça ne change rien au fait qu'Abby aime son père et qu'il est normal qu'elle ait envie de se venger. C'est compréhensible, c'est une réaction humaine. On peut lui en vouloir, on peut la détester, mais on ne peut pas la juger. Car même si ça ne l'excuse pas, on ferait peut-être la même chose, ou peut-être pas, ou peut-être pire à sa place. Tout comme on ne peut pas juger Ellie qui, à son tour, veut se venger d'Abby et de tous ceux qui ont participé à cette vengeance. C'est compréhensible, même si, là aussi, ça n'excuse pas toutes les atrocités qu'elle commet. Même chose pour Jerry et Marlène, etc., etc. D'ailleurs, le jeu appuie cette idée tout au long de l'aventure, à travers les ennemis humains qu'il nous présente avant tout comme, des humains, justement. Mortellement dangereux, certes, mais des humains qui souffrent, qui s'inquiètent pour leurs amis, qui sont tristes pour eux lorsqu'ils meurent, etc., etc.
Et pour développer ce propos, le jeu fait ce que j'adore, de la symbolique. À travers le parcours d'Abby, duquel on peut faire un parallèle avec le parcours de Joel dans l'épisode précédent. Joel est très proche de sa fille Sarah, Abby est très proche de son père Jerry. Joel est détruit par la mort de sa fille assassinée sous ses yeux, Abby est détruite par la mort de son père assassiné, pas sous ses yeux, mais c'est tout comme. Joel, ne voulant plus risquer de souffrir, refuse de s'attacher à qui que ce soit. Abby, faisant passer sa vengeance avant tout le reste, refuse de s'attacher à qui que ce soit. Joel est un gros bourrin qui met des patates de forain, Abby est une grosse bourrine qui met des patates de forain. Joel prend en charge une ado de 14 ans, Ellie, Abby prend en charge 2 ados, Yara, âgée de 16 ans, mais surtout Lev, qui, au passage, porte les mêmes chaussures que Ellie, âgée de 13 ans. Joel est confronté le temps d'une séquence à un sniper, Abby est confronté le temps d'une séquence à un sniper. Les Lucioles veulent tuer Ellie afin de fabriquer un vaccin pour éradiquer le cordyceps, les Wolves veulent tuer Lev afin d'éradiquer la religion séraphite, qu'ils considèrent donc comme une infection aussi mortelle que le cordyceps. Joel s'attache à Ellie au point de, pour la sauver, tuer ceux qui étaient jusqu'à présent ses alliés, les Lucioles. Abby s'attache à Lev au point de, pour le sauver, tuer ses alliés, les membres de sa propre faction, les Wolves. Et enfin, Joel se fait traquer par Abby, la fille d'un homme qu'il a tué, et Abby, quant à elle, se fait traquer par Ellie, la fille d'un homme qu'elle a tué. À la seule différence que là où Joel perd la vie, Abby ne la perd pas. Mais en quoi ce parallèle appuie-t-il le propos selon lequel, en tant que spectateur tiers, on ne peut pas juger? En un mot, pour commencer, blond. Abby est blonde. Et avant qu'on ne me dise qu'elle n'est pas blonde, si, elle est blonde. Et pour être précis, dirty blonde. Abby est blonde donc, comme Sarah, la fille de Joel. Et non, ce n'est pas un choix de caractérisation physique fait au hasard. Car cela fait du parcours d'Abby, symboliquement, un parcours alternatif à celui de Sarah si Joel était mort à sa place. Abby est donc une version alternative de la fille de Joel, en plus, comme nous l'avons vu plus haut, d'être une version alternative de Joel. Ce que confirme d'ailleurs sa musculature proche de celle de Joel, qu'elle a développée par désir de vengeance. Son désir de vengeance qu'il a donc transformé en celui dont elle veut se venger, devenant, comme dirait Friedrich, celui qu'elle avait juré de combattre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, me demanderez-vous? Alors, d'une part, cette symbolique donne une toute autre dimension à la vengeance d'Abby, car Joel, en plus d'être rattrapé par son ancienne version de lui-même, se fait symboliquement tuer par sa propre fille, et, d'autre part, cette symbolique donne une toute autre dimension à la confrontation entre Ellie et Abby, qui n'est désormais plus un simple combat à mort entre 2 ennemis jurés, mais le combat à mort entre 2 sœurs. L'intérêt, vous me demanderez? Eh bien, quoi de plus parlant que le combat à mort des membres d'une même famille pour symboliser l'autodestruction de cette famille? Cette famille qui est, bien entendu, l'humanité. Et oui, car nous, humains, faisons tous partie de cette grande famille qu'est l'humanité. Et si les humains s'entretuent, l'humanité s'autodétruit. Et là vous allez me dire, mais quel rapport avec le fait de ne pas juger du coup? Eh bien c'est simple, en transposant Joel sur Abby, que l'on identifiait jusqu'à ce que l'on ne l'incarne seulement comme la meurtrière de Joel, soit l'antagoniste principal du récit, le jeu nous pousse à prendre du recul sur tous les antagonistes que l'on croise au cours des 2 jeux, pour nous rappeler que ce sont eux aussi des humains, avec leur parcours de vie qui les ont amenés là où ils en sont au moment où on les croise. Vous souvenez-vous du sniper que tel Joel, Abby affronte? Eh bien ce sniper, c'est Tommy, le frère de Joel, détail qui paraît anodin mais qui, en réalité, donnant une lecture rétroactive de toute cette section du premier épisode, permet non seulement d'en humaniser le sniper anonyme, mais également tous les ennemis anonymes que l'on y croise et surtout que l'on y tue. Recul que l'on peut appliquer à n'importe qui dans n'importe quelle œuvre, et même dans la vie réelle de la réalité vraie de tous les jours. En nous faisant incarner Abby, présenté au début comme l'antagoniste principal du récit, le jeu nous dit que, plongé dans ce genre de situation extrême, on peut être n'importe lequel de ces antagonistes, et, d'une manière plus large, des personnages du jeu. Du pauvre troufion de base qui se fait égorger durant son tour de garde, au cannibale pédophile, en passant par Joel ou n'importe qui d'autre. En tant que tiers, on ne peut juger personne, même pas ceux responsables des pires atrocités. Ni ceux qui, ayant été confrontés à ces derniers, désirent leur mort. C'est-à-dire que même si on ne peut pas juger David, le cannibale pédophile de The Last of Us partie 1, on ne peut pas non plus juger Ellie lorsqu'elle lui massacre la gueule, car à sa place, on aurait sûrement fait la même chose. Et c'est là que ça devient marrant, parce que, toujours en tant que tiers, on ne peut pas non plus juger un tiers qui juge. Mais on peut lui apporter du recul. Recul que The Last of Us partie 2 apporte au joueur en lui faisant incarner Ellie
et sa pire ennemie. Et ce, tout simplement pour transmettre aux joueurs la notion de nuance. Cette même nuance qui permet à Abby et Lev d'être tout l'un pour l'autre, malgré l'antagonisme que leurs camps respectifs ont l'un pour l'autre. Antagonisme tel que chaque camp se radicalise au point de chacun considérer Abby et Lev comme des partisans du camp adverse à cause de leur manque de radicalité. Nuance que l'on retrouve dans le choix qu'Ellie fait d'épargner Abby après leur confrontation finale dont elle ressort vainqueur. Mais pourquoi le jeu fait-il autant d'efforts pour ne pas juger et apporter de la nuance, me demanderez-vous? Parce que ça lui permet de nous transmettre, à travers ses personnages et sa symbolique, son point de vue sur l'humanité. Car si Ellie fait ce choix, ce n'est pas pour nous faire une leçon de morale ou cautionner les agissements d'Abby. C'est d'une part pour montrer que c'est le seul moyen de briser le fameux cycle infini de la vengeance, car à ce moment-là, Abby n'accepte de se battre que pour se défendre et surtout défendre Lev menacé par Ellie, et d'autre part, d'un point de vue symbolique, pour éviter qu'Ellie ne tue une deuxième fois Joel, car Abby, je le rappelle, est une Joel au féminin. En épargnant Abby, et d'une certaine manière en lui pardonnant, Ellie épargne Joel, lui pardonne, et surtout se pardonne à elle-même. Et oui, car je ne l'avais pas précisé, mais Ellie n'avait pas pardonné à Joel d'avoir empêché les Lucioles de la tuer pour fabriquer un vaccin. Car, croyant que l'effondrement de l'humanité était uniquement du fait du cordyceps, qui n'était en réalité qu'un catalyseur, elle pensait que son sacrifice sauverait l'humanité. J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Et donc, se sentait responsable du sort de l'humanité, et plus précisément, coupable de l'état déplorable de cette dernière. Et Joel ayant empêché le sauvetage de l'humanité en la sauvant, cette culpabilité qu'elle ressentait vis-à-vis d'elle-même s'est reportée sur Joel. Et donc, en épargnant Abby, Ellie fait ce qu'elle n'avait pas réussi à faire avec Joel, pardonner. En pardonnant Abby, elle pardonne Joel et, acceptant enfin qu'elle n'est pas coupable de l'effondrement de l'humanité, se pardonne à elle-même. Et met fin à ce cycle de vengeance infernale, autodestructeur. En épargnant Abby, Ellie met fin à un conflit qui se serait éternellement transmis de génération en génération. Elle fait ce qu'elle a toujours désiré faire, stopper la destruction de l'humanité. En épargnant Abby, Ellie sauve l'humanité. Jusqu'à ce que l'humanité soit remise en danger dans le 3e et dernier épisode, mais on verra ça dans beaucoup plus tard je pense. La fin de The Last of Us Partie 2 est, bien qu'extrêmement mélancolique, positive. C'est un nouveau départ pour Ellie et Abby qui ont fait table rase du passé. Pour conclure, je dirais que si l'amour rend aveugle, la haine aussi, et que si l'on veut sauver l'humanité, il faut avant tout préserver ce qui fait de soi un humain.